Hello les voyageurs et les voyageuses, je suis Nico, bienvenue sur Explorama. Ah, voilà un épisode que j'attendais particulièrement puisque je vous emmène dans le Lucky Country, le continent austral, la bien nommée Australie. Pays riche en dollars évidemment, mais aussi plus intéressant pour nous en paysages, en animaux chelous et en soleil. Comme c'est un pays tout jeune, les monuments historiques, c'est pas trop le genre de la maison, mais il y a quand même la culture aborigène qui est plus que fascinante, même si pas évidente à découvrir. Qu'est-ce que je vous dis à chaque fois? Si vous avez quelque chose à ajouter, eh bien les commentaires sont là pour ça, soyez les bienvenus, n'hésitez pas. N'oubliez pas que quand vous vous abonnez à la chaîne gagne un abonné, et ça c'est aussi universel que 2 et 2 font 4, alors n'hésitez pas non plus. Merci beaucoup les amigos. Faisons maintenant les présentations. L'Australie, c'est donc ce grand bout du monde, pour quasi tout le monde, sauf les Néo-Zélandais peut-être, qui se trouve donc en Océanie. C'est un pays connu pour ses grands espaces, et c'est pas volé, avec 7 682 300 km², c'est juste gigantesque, c'est d'ailleurs le 6e plus grand pays du monde en superficie, 14 fois la France pour vous donner une idée, voilà. C'est aussi, et de loin, la plus grande île de notre planète, avec 36 000 km de côte, à peine moins que la circonférence de la Terre, quand même, hein, je pose ça là. Grande particularité de l'Australie, elle est presque toute plate, eh oui, en dehors de quelques reliefs, surtout au sud-est, et elle est presque toute désertique aussi, en dehors des zones côtières. Cet immense pseudo-désert, ça s'appelle l'Outback, et c'est un peu le fondement du mythe australien. Ceci explique cela, il n'y a qu'un peu plus de 23 millions d'Australiens, donc quasi la moitié qui vit dans les seules villes de Sydney et de Melbourne. Donc autant vous dire qu'on se marche pas dessus en Australie. Il y a vraiment des gens qui vivent en Australie et dont le voisin le plus proche, il est à 450 bornes. Ouais, ça existe. Là, vous n'êtes pas prêts. Les Australiens, ils sont presque tous des descendants d'Européens, principalement anglais, car je rappelle qu'en 1788, le Royaume-Uni décide de faire de l'Australie une prison. Voilà, une grande prison. Prisonniers qui finiront par s'installer, il faut dire qu'il y avait de la place, et par devenir plus ou moins des sortes d'aventuriers, surfeurs, dompteurs de crocodiles. Voilà. Les minorités, elles sont asiatiques principalement, un peu logique vu la situation, ce qui fait de l'Australie un grand pays bouddhiste, et ça, vous ne le saviez peut-être pas, mais on trouve aussi évidemment les aborigènes, qui sont le peuple autochtone de l'île. C'est un peuple archi-millénaire qui compte aujourd'hui à peu près 700 000 personnes seulement, et dont l'intégration dans la société australienne moderne, elle est totalement bancale, si on peut résumer ça comme ça. La capitale de l'Australie, c'est Canberra, avec à peu près 500 000 habitants, qui est aussi la seule vraie grande ville qui n'est pas tout à fait sur la côte, même si elle en est pas très loin. Les plus grandes métropoles sont les villes de Melbourne puis Sydney, dans cet ordre et pas l'inverse, avec 5 millions d'habitants plus ou moins chacune. Ensuite viennent Brisbane avec 2,7 millions d'habitants, Perth avec 2,3 millions, puis Adélaïde avec 1,4 million d'habitants. Les plus grandes villes qui sont vraiment au cœur, donc au centre du pays, ce sont Kalgoorlie Boulder et Alice Springs, avec à peu près 30 000 habitants chacune. Et en vrai, pour que vous fassiez vraiment une idée, vous pouvez prendre les États-Unis, vous gardez que New York d'un côté et Los Angeles de l'autre, et en plein milieu de la route, voilà, au beau milieu, vous mettez Brive-la-Gaillarde. Et voilà, vous avez l'Australie. Ouais, vaut mieux pas tomber en panne, ça je vous le confirme. Pour finir, on peut dire que l'Australie, elle est la 40e destination touristique mondiale, avec environ 8 300 000 visiteurs annuels. C'est pas énorme pour un si grand pays, mais c'est très loin pour quasiment tout le monde, l'Australie, et puis c'est très cher, donc c'est plutôt logique. Bon, j'espère que vous êtes prêtes et prêts à découvrir la planète Australie, parce qu'on est parti tout de suite, voilà. Allez, let's go. Pour ne pas être trop désordonné, on va y aller par zone géographique, en traversant donc les différents états et territoires, et on commence avec le nord du pays, et justement le territoire du nord. Tout au nord, dans ce qu'on appelle le Top End, on a l'Arnhem Land, qui est bordé par les gorges de la rivière Catherine, et puis le très grand parc national de Kakadu, où a été notamment tourné le célèbre film Crocodile Dundee. Ce parc, il renferme des sites aborigènes, notamment Obiri Rock et Nourlangi Rock, avec où on va pouvoir voir notamment des gravures rupestres millénaires. Et il varie bien sûr les possibilités de rencontrer la faune locale, les kangourous, les termitières géantes, et puis les fameux crocodiles. Attention à pas s'approcher trop près, c'est vraiment dangereux. Dans la ville de Darwin, c'est là que va débuter tout au nord du pays, donc la mythique Stuart Highway, qui est aussi appelée The Track, littéralement la piste, et qui, en passant par Alice Springs, tout au centre du pays, va voir descendre les voyageurs un petit peu intrépides jusqu'à Adélaïde, tout au sud. Alors c'est vraiment un voyage incroyable, mais qui n'est pas à prendre à la légère, puisque déjà c'est très très long, il y a plusieurs milliers de kilomètres, et puis on passe vraiment, on traverse tout le centre, le cœur rouge, comme on appelle ça, de l'Australie, donc vraiment un territoire qui en réalité est plutôt hostile. Le désert de Tanami, avec notamment son cratère assez connu du météore du loup, et le Kings Canyon, qui renferme des sites sacrés creusés par la rivière Kings Creek, avec notamment le jardin d'Éden, entre guillemets, en point d'orgue,
Ils annoncent tous les deux le grand rendez-vous que la nature fixe aux voyageurs en Australie, c'est l'Outback dont on a déjà parlé. Dans ces grands espaces de ce qu'on surnomme le centre rouge, qui a été baptisé ainsi à cause de ces longues dunes rouges qui sont parsemées de buissons, de rochers et puis de petits arbustes tous sécos, eh bien c'est là que vivent les aborigènes en partie, ainsi que des gardiens de bétail dans des fermes qui sont absolument immenses. Et puis c'est là aussi que vous allez voir ces camions interminables qui s'appellent les road trains. Alors je dis interminable, c'est vraiment des camions qui font des kilomètres de long, hein. C'est pas le petit camion, voilà, la petite camionnette. Et puis bien entendu, vous allez pouvoir y croiser des kangourous qui gambadent tranquillou, et même, fait plutôt insolite et que parfois on ne soupçonne pas, mais c'est un désert, il y a des dromadaires sauvages en Australie. Proche du désert de Simpson, on a la petite ville du centre de l'Australie, probablement la plus connue, c'est Alice Springs. Elle annonce seule au-dessus de la plaine un immense rocher qui était appelé Ayers Rock et qui aujourd'hui s'appelle Uluru, qui est le nom aborigène de cette montagne sacrée, qui est un monolithe de grès de près de 348 mètres de haut, qui est donc à la fois le plus gros rocher du monde, puisqu'il fait 9 km de circonférence et est constitué d'un seul bloc, et également la montagne sacrée des aborigènes, qui ont orné ces différentes grottes de gravures et de peintures, et c'est vraiment le cœur palpitant de la foi aborigène. La décision d'ailleurs d'interdire l'escalade de ce rocher d'Uluru, qui date d'octobre 2019, n'empêche pas, cela dit, d'en faire le tour, et c'est beaucoup mieux comme ça. Il faut compter à peu près 3 heures de marche pour le faire. Et puis surtout, on peut venir l'admirer, c'est la grande carte postale australienne, au coucher du soleil, lorsqu'il prend des teintes rouges-orangées absolument incroyables, tout comme les monolithes un peu voisins des monts Olga, qui s'appellent Katachuta en langue aborigène, et qui se trouvent à peu près 20 km en partant vers l'ouest, qui sont un peu moins connus, mais qui sont peut-être des paysages encore plus extraordinaires. Le littoral du territoire du Nord, il est très clairement beaucoup moins connu, beaucoup moins touristique que la côte Est avec sa fameuse grande barrière de corail, mais la côte Nord, elle offre en revanche un tourisme qui va être beaucoup plus typé, notamment grâce aux îles de Melville, où on va pouvoir y rencontrer le peuple aborigène des Tiwi, et également l'île de Bathurst. Donc c'est ici probablement, pour les voyageurs un petit peu les plus aventuriers, parce qu'il faut quand même y aller, hein, qu'on va pouvoir avoir la rencontre la plus typique, voilà, avec la culture aborigène en Australie, qui est pas vraiment si facile que ça à approcher. Le long du Kimberley, donc un petit peu plus à l'ouest, on va avoir les baies de Collier, de Swift, de Vansittart, ou encore le récif de Montgomery, ainsi que bien des eaux turquoises le long des plages de l'océan Indien. Ce sont des endroits absolument magnifiques, mais aussi absolument isolés. On va avoir ici très peu de villes, même très peu de villages tout court. Donc c'est vraiment pour les voyageurs les plus aventuriers entre guillemets que se réservent la plupart de ces endroits, puisqu'il faut y aller avec des pistes. Autrement dit, voilà, c'est pas évident d'accès, mais c'est absolument magnifique et quasiment vierge d'exploration. Poursuivons notre voyage en changeant de région, on va aller dans l'ouest du pays, en Australie occidentale. Au nord-ouest de cette très grande région, on va avoir la région du Kimberley, qu'on vient de laisser, avec ses aires de Far West, qui attirent évidemment les aventuriers. Elle offre des paysages somptueux, comme ceux notamment des chutes du roi George, ou encore de la rivière Hunter et de la gorge d'El Kestro, avec notamment des choses typiques comme les falaises orangées, les cascades, ou encore des sources thermales. Le Kimberley, il a abrité également les premiers aborigènes australiens, qui ont laissé des peintures rupestres, et qui composent aujourd'hui près de la moitié de la très faible population locale, donc ça fait toujours pas grand monde, mais c'est là la région la plus aborigène, si on peut dire, de toute l'Australie. Les gorges, les montagnes et les rochers de la région du parc national de Purnululu, également connu sous son ancien nom de Bungle Bungles, se sont vus baptiser forêt de pierre entre guillemets, ce qui leur a valu d'être classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un paysage assez connu, pas si facile d'accès, parce que plutôt loin de tout, mais qui vaut vraiment le détour, voilà, pour ces panoramas. En gagnant l'intérieur des terres à partir de la petite ville d'Exmouth, on va traverser le fameux parc national de Karijini, avec ses gorges teintées de rouge absolument extraordinaires, ses chutes et ses piscines naturelles. Et puis à 200 km au nord de la ville de Perth, on va trouver le mini-désert des Pinnacles, qui est hérissé de monolithes avec des formes étranges. Là encore, c'est un endroit quasi extraterrestre, comme on en voit quasiment qu'en Australie. Et à 300 km au sud de Perth, ouais, les distances sont très grandes là-bas, et bien là, on change complètement de registre, on va avoir la région de Margaret River, qui est une région viticole, dont les vins rouges notamment connaissent pas mal de succès à l'échelle internationale, et évidemment à l'échelle nationale en Australie. Entre les villes de Perth et d'Adélaïde, on a une ville dont on a parlé, c'est Kalgoorlie, qui est au cœur d'une région qui a connu une vraie ruée vers l'or à la fin du 19e siècle.
On va pouvoir notamment y voir le Museum of Goldfields, donc le musée des champs d'or, hein, et la mine de Hannans North, qui sont donc les principaux témoignages de cette ruée vers l'or. À noter que depuis quelque temps, la région connaît une nouvelle fois une ruée vers l'or. Mais oui, ce n'est pas réservé au 19e siècle, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Du côté du littoral de l'Australie occidentale, on va avoir des plages magnifiques qui sont peu fréquentées par les visiteurs internationaux. Elles se trouvent notamment autour de Broome, qui est une petite localité plutôt majorité aborigène qui est très isolée, avec là notamment une plage interminable qui s'appelle Cable Beach, qui est absolument incroyable. C'est un endroit tropical, Broome, c'est vraiment un lieu quasiment au bout du monde, où il y a des dromadaires qui se baladent sauvages sur les plages. Vraiment un lieu absolument incroyable. Et puis on a évidemment Perth, voilà, cette ville avec son splendide isolement, hein, c'est la grande ville la plus isolée de la planète, c'est ce qu'on dit. Elle est notable pour sa marina, sa très belle plage de Cottesloe, et puis son musée maritime et le port de Fremantle, qui est également un petit peu le quartier, on va dire, bohème de Perth, sachant que le centre-ville, lui, est beaucoup plus à l'américaine, avec des gratte-ciel, etc. C'est une petite ville, voilà, très propre, très agréable, hein, Perth. Dans les alentours, les amateurs de surf peuvent s'en donner à cœur joie. Rien de très étonnant, hein, le surf et l'Australie, ça ne fait qu'un. Les côtes australiennes sont en effet, avec les côtes hawaïennes ou encore californiennes, celles où on va trouver parmi les plus belles vagues du monde et qui vont donc attirer tous les meilleurs adeptes du surf. Et avant de me faire taper sur les doigts, oui, on a aussi le sud-ouest évidemment de la France, Cocorico. La faune aquatique du littoral de l'Australie occidentale, elle va faire plaisir aux amateurs de plongée évidemment. On va pouvoir voir des dauphins sauvages, notamment dans le parc de Shark Bay, et puis d'avril à juin, la présence d'imposants requins marteaux aux abords notamment de Ningaloo Reef, près de la petite ville de Exmouth, où on va également pouvoir admirer les magnifiques et gracieux requins baleines. Allez, on continue notre voyage en passant peut-être, pourquoi pas, par la plaine de Null Arbor, qui est cette immense plaine, donc absolument aucun relief, où il n'y a aucun arbre. C'est un endroit absolument incroyable, hein. C'est sur des centaines de kilomètres où en vrai il y a absolument rien, c'est un désert terrible, tout plat, tout rocheux. Donc on peut passer par là, il y a notamment un fameux train qui traverse cette plaine, et se rendre donc complètement de l'autre côté du pays, dans l'Est, dans la région et l'État de Queensland. Alors le Queensland, il est avant tout bien connu pour ce qu'on appelle la 8e merveille du monde. En tout cas, pour les Australiens, c'est la première. Elle est classée par l'UNESCO sur la liste du patrimoine mondial. C'est le seul organisme vivant qui est visible depuis l'espace et tiré sur 2300 km le long donc de cette côte est. Je veux bien sûr parler de la Grande Barrière de Corail, la très fameuse, site probablement le plus célèbre d'Australie, qui abrite presque 600 espèces d'un corail qui va être ou dur ou mou, et qui est fabriqué par de minuscules animaux qu'on appelle les polypes, qui s'agglutinent sur près de 3000 récifs qui vont donc former cette grande barrière. Peu à peu blanchi malheureusement, hein, ce qui signifie qu'il se dégrade, surtout dans sa partie nord, notamment à cause de la hausse de la température de l'océan, qui est liée au réchauffement climatique, et qui est également menacé par l'agriculture intensive côtière et par les cyclones, le phénomène naturel. Alors autour de cet immense riff qui abrite presque 1625 espèces, d'une faune très diversifiée, dont des raies, des requins, des dauphins, des baleines. Évidemment, il y a ici toute la ménagerie marine quasiment terrestre. Eh bien, évidemment, c'est la plongée avec bouteille ou alors simplement avec son masque et son tuba qui va être l'activité principale. On va pouvoir s'y adonner à seulement quelques dizaines de kilomètres de la côte. À défaut de plonger dans l'eau, on peut aussi choisir d'observer le corail à partir de bateaux à fond de verre, même si c'est une activité qui est un peu plus décriée maintenant. Il faut bien se renseigner sur le type de bateau pour éviter d'endommager le corail. Dans la partie nord de la Grande Barrière de Corail, on a l'île de Rain qui abrite une importante colonie de tortues vertes. Au large de la ville de Cairns, on a les sites les plus connus qui sont Lizard Island, où on va notamment avoir un site de plongée qui est bien célèbre qui s'appelle The Cod Hole. Et puis on va aussi trouver d'autres petites îles comme Green Island ou encore Dunk Island. Un peu plus au sud, on a les 74 îles de l'archipel des Whitsundays, dont 17 sont habitées. C'est un endroit absolument magnifique et incroyable qui donc parsème les eaux turquoises de la mer de Corail, où par endroits on va voir affleurer les coraux et puis nager les tortues. Les Whitsundays, elles abritent également le Heart Reef, qui est ce fameux récif en forme de cœur, qui est probablement le plus réputé des éléments du récif plus vaste qu'on appelle Hardy. Et puis c'est l'une des cartes postales un petit peu magiques de l'Australie.
Dans la partie sud de la Grande Barrière de Corail, au large de Gladstone notamment, on a Heron Island, qui est un site de plongée plutôt recherché, et puis un lieu de ponte pour les tortues, notamment entre novembre et mars. Plus en sud encore, on a les baleines à bosse qui vont venir par ici entre juillet et novembre, notamment près de la magnifique île de sable de Fraser, tandis que les dauphins, eux, ils vont venir aux abords des dunes de l'île de Moreton. Alors le simple plaisir balnéaire, la farniente sur le sable, c'est évidemment quelque chose qui va se pratiquer aussi sur la côte est, avec notamment des plages de sable blanc assez mythiques comme Nuddy Beach, sur l'île de Fitzroy ou encore Whitehaven, donc le paradis blanc littéralement dans les Whitsundays encore une fois. Ce sont des endroits absolument incroyables. Et puis au sud de la grande ville de Brisbane, on a la grande station balnéaire australienne qui s'appelle Gold Coast, qui est vraiment une grande ville, hein, composée de plusieurs grands quartiers, dont un assez connu qui est Surfers Paradise, paradis des surfeurs, et qui est probablement donc la plage la plus célèbre d'Australie. C'est plus un développement à l'américaine ici, hein, plus un petit peu comme en Floride par exemple. Alors ce qu'il faut toujours retenir quand on parle des plages en Australie, hein, c'est pas que dans le Queensland, ça va être un petit peu partout, c'est que les plages peuvent être dangereuses, notamment donc dans cette région au nord, où on va avoir beaucoup de méduses, qu'on appelle les méduses boîtes, qui sont mortelles malheureusement, comme pas mal d'animaux en vrai en Australie, hein, c'est pas forcément Disneyland là-bas, et donc il faut faire bien attention. Normalement toutes les plages sont bien équipées, mais parfois vous verrez des plages magnifiques, mais absolument désertes. Il y a une bonne raison à ça, voilà, donc faites comme tout le monde, méfiez-vous de la faune australienne, elle n'est pas là pour rigoler avec vous. Pour ce qui est justement des paysages et puis de la faune plus terrestre dans le Queensland, on va avoir au nord-est la presqu'île du Cap York, qui est la pointe extrême de cette région du Queensland, qui va renfermer une véritable jungle qui est très impressionnante d'ailleurs. Il y a notamment les forêts tropicales de Daintree ou encore du parc de Lamington, où on va aussi trouver les chutes d'eau de Mila Mila, qui complètent du coup la richesse touristique de ce grand et bel état. C'est vraiment un endroit très sauvage, très isolé, avec une nature luxuriante et quasiment vierge par endroits. Et puis enfin, si on va effectivement trouver sur l'ensemble du territoire australien, eh bien l'exclusivité des trois marsupiaux qui sont très connus, le kangourou, le wallaby et le koala, eh bien ce dernier, il va élire principalement domicile dans les forêts du Queensland, donc c'est encore là que vous pourrez peut-être l'admirer le mieux. Attention, le koala n'est pas une peluche, il a des grandes griffes et puis il n'est pas très sympa, voilà. Allez, on va maintenant descendre dans le sud de l'Australie, de loin la région la plus peuplée et variée du pays. Commençons par l'état de l'Australie méridionale, donc autour de la ville d'Adélaïde. Si on quitte le centre rouge en train vers Adélaïde, on va longer le lac Eyre, qui est un mélange de sel, de boue et d'eau saumâtre, un paysage assez exceptionnel, avant de se retrouver dans les monts Flinders, les Flinders Range, comme on les appelle, et les paysages verdoyants de Vilpena Pond, qui sont propices à la randonnée. Ce sont des paysages de campagne assez douces en réalité, qui font peut-être un peu penser à l'Europe, et qui sont absolument magnifiques. Non loin de là, on va trouver une ville assez célèbre qui s'appelle Coober Pedy, où vous pouvez arriver et vous dire en fait il y a personne. En même temps vous comprenez pourquoi, parce qu'il fait souvent plus de 50 degrés, hein, les températures sont extrêmes là-bas, mais en fait il y a du monde, sauf qu'ils sont sous terre, et ouais, puisque c'est bien connu Coober Pedy pour ses habitations troglodytiques qui ont succédé à d'anciennes mines d'opale, donc c'est pour ça que les gens sont venus à la base, pour être mineurs. Et aujourd'hui, ils vivent donc dans ces habitations tout à fait originales qui sont devenues, entre guillemets, un but touristique. Le long de la côte de l'Australie méridionale, dans l'archipel de la Recherche, on va trouver le lac Hillier qui est impressionnant pour sa couleur rose vif. C'est un des vrais lacs roses de la planète. À une soixantaine de kilomètres d'Adélaïde, on va avoir une vallée qui s'appelle la vallée de la Barossa, qui est une vallée tout à fait pittoresque et charmante, vallée viticole, réputée pour ses vins rouges notamment. Et puis, on va avoir la ville d'Adélaïde, très anglaise dans l'esprit, très sympathique, une ville vraiment apaisée, mais en même temps assez branchée, qui vaut le détour, notamment pour son site, son cadre naturel au pied des monts Lofty, et puis pour les expositions d'art aborigène de l'institut qui s'appelle le Tandania. L'Australie méridionale, c'est aussi un bon état pour admirer la faune australienne, et puis évidemment, logiquement, c'est sur l'île de Kangourou, au large d'Adélaïde, que l'on va pouvoir voir le kangourou dans son élément naturel, donc Kangaroo Island, où subsistent de nombreuses plantes endémiques également, et qui abritent aussi des baleines, des koalas ou encore des opossums, donc parmi toute cette faune absolument incroyable de l'Australie.
Autre exclusivité à travers le pays, eh bien l'ornithorynque, avec ses pattes palmées et son bec de canard, qui se trouve ici dans les rivières et les lacs. Et puis l'émeu, qui voisine avec une soixantaine d'espèces de perroquets. Alors l'émeu, c'est la version australienne de l'autruche, voilà, concrètement pour faire simple. Allez, on change d'état pour aller en Nouvelle-Galles du Sud, donc autour de Sydney. On a ici au sud de Brisbane, la ville de Byron Bay, où émerge une nouvelle clientèle qui va fuir les standards des 30 km de sites balnéaires qui sont éparpillés autour de Sydney. Ici, c'est donc un endroit un petit peu bohème, un petit peu branché. La plage de la ville de Sydney, c'est Bondi Beach, en tout cas c'est la plus connue, c'est celle où on vient pour voir et être vu. Et puis, comme sur l'ensemble des côtes de la Nouvelle-Galles du Sud, on va également venir ici pour surfer. La ville de Sydney en elle-même, elle a pas mal de cachets. Pas seulement pour son très fameux opéra dans son port avec son architecture en forme de hérisson qui est tout à fait reconnaissable. En effet, depuis que la baie de Sydney a vu les cargos et les docks en bois peu à peu remplacés par des structures de loisirs, on va pouvoir faire de la voile, il y a des théâtres, des restaurants, des boutiques, un grand aquarium, notamment à Darling Harbour. La ville, elle est entrée bien dans une ère de grand tourisme. Sydney, c'est bien connu, c'est la ville la plus célèbre d'Australie. On va y trouver des espaces de verdure, notamment les jardins botaniques royaux, mais aussi Hyde Park, et oui, comme à Londres. Il y a, entre guillemets, le quartier historique qui s'appelle Rocks. Il y a le fameux pont du Sydney Harbour Bridge. Il y a quelques institutions comme le Mardi Gras, qui est plutôt déjanté. Et puis, il y a des attraits culturels, comme dans toute bonne grande ville qui se respecte, notamment les témoignages aborigènes et orientaux de l'Art Gallery de la Nouvelle-Galles du Sud, qui complète son label de ville intéressante. Non loin de Sydney, on va revenir dans des paysages. Ici se dressent les montagnes bleues, les Blue Mountains, qui sont, pour ainsi dire, les seules vraies montagnes australiennes qui vont être enneigées en hiver et qui sont nommées comme ça à cause de la couleur de leurs eucalyptus. Le grey a parfois formé des murailles qui ont engendré des canyons, comme notamment à Grose, Gowett ou Cox, des cascades aussi, on va trouver là-bas, comme à Katoomba et surtout Govetts Leap, qui est la plus réputée, et puis des grottes comme celle de Jenolan. Près de là, on va également trouver des vestiges aborigènes, et puis un parc, Feverdale, qui est un parc donc où les koalas, notamment, attendent que vous veniez les admirer dans toute leur splendeur. Au nord de Sydney, la Hunter Valley ravira tous ceux qui veulent découvrir une belle vallée de campagne, et surtout, là encore, une vallée viticole, vous l'aurez compris, c'est pas ce qui manque en Australie. Petit détour sur la route pour le sud, dans le territoire de la capitale australienne, qui est donc enclavé dans la Nouvelle-Galles du Sud, au sein d'un territoire qui fait à peu près la taille du Luxembourg, va comprendre principalement la capitale qui est Canberra, qui est une ville qui a été créée de toutes pièces pour l'administration, un petit peu comme Brasilia par exemple au Brésil, et c'est une ville toute quadrillée, toute bien tracée, toute proprette, qui est plutôt belle en réalité, avec ses parcs et ses plans d'eau. Alors c'est pas forcément une ville de voyageurs, voilà, c'est pas une ville touristique majeure, mais c'est une ville assez curieuse, qui mérite un petit détour, voilà, peut-être sur la route. Et puis on arrive donc dans l'état tout au sud de l'Australie, l'état de Victoria, de l'Australie continentale évidemment, avec notamment les rivages de cet état qui compte parmi les plus prisés du pays. Pourquoi? Parce qu'on va y trouver cette route côtière qui va de Torquay, la ville du surf, jusqu'à Warrnambool, à côté d'Adélaïde, et donc sur près de 300 km. C'est la Great Ocean Road, la grande route de l'océan, si on peut traduire ça de façon pourrie, et qui multiplie donc les panoramas, les paysages, les spectacles de ces falaises de grès, dont l'endroit le plus célèbre est l'une des grandes cartes postales du pays, au niveau de Port Campbell, les fameux rochers des 12 apôtres, qui depuis 2005 ne sont malheureusement plus que 11, la faute à la nature qui en a fait tomber un. Entre la petite ville de Warrnambool et le cap Otway, on va pouvoir admirer les baleines franches australes qui sont présentes ici de juin à septembre, tout comme des ornithorynques sur la plage de Lorne, et puis ça vaut le coup d'œil. Au large, on a Phillip Island, qui vous invite à découvrir un trio insolite, à savoir des koalas qui sont voisins de pingouins, qui sont voisins de phoques. Il y a vraiment qu'en Australie que vous pourrez voir ça, pas de doute là-dessus. Pour ce qui est du paysage urbain, c'est évidemment Melbourne qui domine l'état de Victoria, première ville, première agglomération en tout cas de l'Australie. Melbourne, elle est très différente de Sydney. Elle est intéressante aussi. Elle offre un urbanisme qui est contrasté, avec d'un côté une ville très moderne à l'américaine, avec des gratte-ciel en verre, etc. Et de l'autre, une ville un peu plus ancienne, avec des bâtiments victoriens du 19e siècle.
C'est une ville qui va avoir beaucoup de richesses, notamment donc des jardins botaniques, mais aussi une qualité de vie qui est reconnue et une réputation de ville intellectuelle et artistique et très créative aussi. On va notamment avoir pas mal de quartiers bohèmes, voilà, avec des endroits un peu branchés, enfin vous voyez un petit peu le topo. À une trentaine de kilomètres, on va trouver la Yarra Valley, qui est, vous en doutez, est une vallée viticole, là encore un beau coin de campagne, qui produit des vins rouges réputés, qui vont rivaliser avec ceux de l'agréable péninsule de Mornington. Et sur cette dernière, on va également pouvoir observer des dauphins ou beaucoup plus simplement, tout simplement se poser sur la plage et puis ne rien faire, c'est ce qu'on appelle le farniente. Pour ce qui concerne les paysages dans l'état de Victoria, on va avoir principalement le parc national de Port Campbell, le parc national de Wilson's Promontory et puis le parc national d'Otway, donc un trio de parcs nationaux qui vont renfermer notamment pour ce dernier l'une des dernières forêts pluviales tempérées au monde, donc c'est pas rien, ce sont des paysages magnifiques. On va également trouver les lacs salés de la Desert Wilderness qui vont donc compléter la diversité des paysages de cet état du Victoria. Si vous êtes curieux et curieuse, vous verrez que l'Australie ne s'arrête pas là. Mais oui, en effet, on va quitter le continent pour nous rendre dans l'état de Tasmanie, qui est donc une île à part entière. C'est cet appendice de l'Australie, la Tasmanie, qui est recouverte pour moitié par la forêt. La Tasmanie, avec ses 19 parcs nationaux, qui sont donc l'un des grands foyers de l'écologie dans le pays, ils tentent de préserver de la déforestation, les eucalyptus géants, les pins huons ou encore les fougères arborescentes, sur la partie ouest de l'île, qui a été sanctuarisée par l'UNESCO, qui s'appelle la Tasmanian Wilderness Area, donc c'est vraiment un grand espace naturel où il n'y a aucune construction possible. On va trouver le parc de Mount Field, qui est le plus ancien de l'île, mais aussi la vallée de la Florentine, et puis surtout deux itinéraires absolument mythiques pour les randonneurs. Le premier, c'est l'Overland Track, qui traverse le parc national de Cradle Mountain et du lac Saint-Clair sur près de 80 km, et le deuxième, c'est le South Coast Track, qui lui fait 84 km et donc traverse des paysages tout aussi époustouflants et sauvages. Alors ce sont des sentiers de grande randonnée qui nécessitent quand même une certaine préparation, d'autant que ici ce sont des endroits très sauvages, hein, tout à fait naturels, et il faut pas prendre ça à la légère. Il y a des représentants insolites de la famille des marsupiaux qu'on va trouver sur l'île de Tasmanie, dont des wallabies, des ornithorynques, mais aussi des wombats, et puis évidemment l'habitant le plus célèbre de l'île, le diable de Tasmanie, qui est pas si diabolique que ça en vrai. Alors la Tasmanie, c'est une île à part entière, donc évidemment il y a un grand littoral. Les côtes de l'île de Tasmanie, elles sont évidemment beaucoup moins chaudes, puisqu'on est plus au sud, et comme c'est l'hémisphère austral, eh bien plus vous êtes au sud, plus il fait frais. Donc elles sont plutôt fraîches même, on va pas se baigner toute l'année, il y a un vrai hiver bien marqué en Tasmanie, mais elles sont très belles, il y a parmi les plus belles plages du pays, notamment à Wineglass Bay, qui se trouve à l'est de l'île, où le simple attrait de la plage va être doublé de l'intérêt des pics granitiques de Freycinet Park, qui les entourent et qui forment un paysage absolument magnifique. Et puis à une centaine de kilomètres à l'est de Hobart, donc la capitale, les amateurs de sensations fortes vont apprécier de visiter l'ancien bagne de Port Arthur, et puis la mini-croisière qui va mener au cimetière de l'île des Morts, entre guillemets, tout un programme. Et pour dire quelques mots sur la ville de Hobart, une ville très à l'anglaise, une ville qui est tournée vers la mer, une ville très sympathique comme la plupart des villes australiennes, avec un petit centre assez animé. Enfin, pour terminer, on va faire un petit tour dans un endroit qui est assez insolite, c'est l'île de Norfolk. Parce que oui, l'Australie c'est ce grand continent, oui, il y a aussi la petite île de Tasmanie, peut-être pas si petite que ça, mais par rapport au continent, elle l'est beaucoup plus. Il y a même des petites îles entre la Tasmanie et le continent australien. Et puis l'Australie, c'est aussi quelques îles extérieures, comme on va dire, dont Norfolk, qui est à peu près à mi-distance de la Nouvelle-Calédonie et de la Nouvelle-Zélande. Et c'est un recoin qui est plutôt insolite en Australie, qui est en partie notamment habité par des descendants des fameux révoltés du Bounty. Et cette île de Norfolk, elle est d'abord connue pour ses paysages époustouflants. C'est une petite île subtropicale qui offre une combinaison assez unique de plages totalement vierges et magnifiques, des falaises escarpées et des forêts verdoyantes. On peut y explorer des sites historiques assez importants, comme le Kingston et Arthur's Vale Historic Area, qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui n'est pas rien. Et puis pour les amateurs de plein air, eh bien Norfolk, c'est presque un petit paradis. On va notamment pouvoir faire de la randonnée à travers le parc national de Norfolk, qui porte son nom. On va pouvoir observer beaucoup d'espèces d'oiseaux endémiques, et puis surtout on va pouvoir plonger dans des eaux tout à fait limpides et cristallines, qui sont peuplées de récifs coralliens très colorés, et qui vont donc ravir les plongeurs.
c'est dans cette destination insolite que s'arrête notre voyage en Australie. J'espère que ça vous a plu. Le continent austral au cœur rouge, il va continuer de faire rêver les voyageurs pendant longtemps, ça c'est certain, en se reposant de toute façon sur son mythe du lointain, de l'exotique, d'une terre sauvage et d'une nature un peu loufoque. Je veux dire quand même, on en a parlé, mais on trouve des ornithorynques, quoi. Je vous le rappelle, c'est un mammifère qui pond des œufs avec une queue de castor, des palmes et un bec de canard. Et là, je crois que tout est dit. J'espère que cette présentation vous a donné quelques informations, peut-être répondu à quelques questions. Auquel cas, eh bien, j'en suis ravi. Si vous voulez soutenir la chaîne, un petit clic sur l'abonnement, c'est gratuit, c'est la meilleure façon de le faire. Partagez, likez, embrassez qui vous voudrez. Et je vous dis à bientôt pour le prochain pays sur la liste. N'oubliez pas que chez vous, c'est la Terre et que la Terre, c'est partout. Bon voyage, ciao, générique! Quand tu veux découvrir le monde, des paysages et des lieux magnifiques, il n'y a qu'un seul endroit pour ça, c'est avec Nico sur Explorama. Quand tu veux